Bonjour, bienvenue sur leur FM, c'est rendez-vous avec, comme chaque semaine, et Gilles cette semaine, culture et plus particulièrement cinéma au programme. Bonjour Philippe, bienvenue sur Loire FM dans Rendez-vous avec. Et effectivement, aujourd'hui c'est un rendez-vous avec exceptionnel puisque j'ai eu la chance d'être invité sur le tournage d'une fiction qui sera diffusée sur Arte en octobre-novembre prochain, une comédie qui s'intitule Mélancolie ouvrière. Et pour parler de ce tournage, de ce téléfilm, de cette œuvre, j'ai la chance de recevoir une Stéphanoise qui est au générique, Charlotte Pirot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, j'aimerais, avant de vous poser beaucoup de questions sur ce tournage et sur ce téléfilm, qui sera peut-être également un film, puisqu'il est également prévu de le sortir au cinéma, je voudrais savoir comment vous êtes arrivé sur ce tournage et d'abord, qui êtes-vous ? Alors, je suis photographe pour indépendante. Je travaille notamment pour la ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole, et puis après les entreprises, les designers, voilà. Et sinon, à côté de ça, je fais beaucoup de théâtre, donc en amateur. Je suis dans 2 troupes de compagnie. Et je suis tombée complètement par hasard sur un article dans la Tribune Le Progrès qui mentionnait donc le film qui allait être tourné à Saint-Julien-Mont-la-Molette. Et voilà, il cherchait des figurants, petits rôles, pour ce film, qui est peut-être pas une comédie. Vous avez dit comédie, mais je pense que ça sera pas très drôle. Voilà, donc il faisait passer un casting. J'y suis allée, c'est la première fois que je passais un casting pour un film. Voilà. Donc ça s'est vraiment fait par hasard. Mais comme je connaissais Gérard Mordillat par la radio, surtout. Je l'écoute sur France Culture, dans Les Papous dans la tête. Voilà, donc ça m'a intéressée de participer. C'est vrai que quand je l'ai dit comédie, je me suis dit, en l'entendant, je me suis dit c'est une bêtise. Mais l'histoire, c'est l'histoire de Lucie Beau, qui est donc une paysanne qui devient une ouvrière, employée dans le textile. Oui, dans la soie. Et qui, donc c'est pour ça qu'on a choisi aussi Saint-Julien-Mont-la-Molette, parce qu'il y a encore des métiers à tisser qu'on a remis en marche. C'est ça. Et l'histoire, c'est qu'elle va devenir syndicaliste. C'est une des premières femmes syndicalistes en France. Tout à fait. Et qui va être formée au syndicat par justement le comédien Philippe Torreton. Voilà. Donc c'est une histoire qui se passe au début du XXe siècle. Justement, on a sur ce téléfilm Virginie Ledoyen, on a Philippe Torreton, il y a eu aussi François Morel, François Cluzet. Est-ce que c'est des rencontres où vous avez eu le temps d'échanger avec eux, ou c'est seulement on les croise comme ça dans les couloirs ? Virginie Ledoyen, donc j'ai eu 12 jours de tournage. Alors c'est un tout petit rôle, hein. Il y a un jour où je parle, le reste du temps je suis sur le plateau, mais je suis plus en accompagnement, disons, que vraiment en rôle. Donc je suis à côté de Virginie Ledoyen très souvent. Alors on était côte à côte, mais on n'a pas vraiment l'occasion d'échanger parce que pendant qu'on tourne, on tourne. Et le reste du temps... Et quand on entend entre les prises, on n'a pas le temps d'échanger quelques mots ? Je pense, je ne sais pas pour quelle raison, si c'est pour sa concentration. Virginie Ledoyen s'écartait assez régulièrement pour peut-être répéter son texte. Donc elle était plutôt à l'écart, on n'avait pas vraiment de contact en dehors des prises. Elle est plus dans son rôle ou c'est une histoire un peu entre guillemets, de barrière avec les figurants ? Ça, je ne peux pas dire à sa place, je ne sais pas du tout. Après, c'était très convivial entre nous. Après, c'est vrai qu'elle... sans doute qu'elle devait avoir plus besoin de se concentrer que nous. Et voilà, c'est son métier, c'est complètement différent de nous qui étions là un peu en figurant. En visiteur. En visiteur, entre guillemets, parce qu'il fallait quand même qu'on soit aussi dans le film. Mais sans doute pas investi de la même façon. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu je dirais pas une distance, mais... Et les autres comédiens... J'étais moins souvent avec eux sur le plateau. Les jours de tournage coïncidaient pas forcément. Donc on n'a pas vraiment eu de contact. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute tout de suite Virginie Ledoyen. Virginie Ledoyen, bonjour. Bienvenue sur Radio Loire FM. Avant de parler de Mélancolie ouvrière, moi j'avais envie de vous demander comment vous avez trouvé la région. Est-ce que vous avez eu le temps de vous intéresser un peu à la région Rhône-Alpes-Auvergne et de ses habitants ? Bonjour, alors oui, je découvre cette région que je ne connaissais pas. Je m'y suis baladée, je la trouve d'abord d'une immense beauté, vraiment. Alors j'ai pas été du côté de Saint-Étienne, je suis arrivée à Saint-Étienne, j'ai été davantage sur Saint-Julien-Mont-la-Molette, jusque Valence d'ailleurs. Le Pilat. Le Pilate. On dit le Pilat ou le Pilate ? On ne prononce pas le T. Ah bah voilà, le Pilat alors. Et puis j'ai fait toute la route jusque Valence. Ouais.
que je trouve mais absolument splendide. Enfin, voilà, c'est une région que j'ai envie de découvrir encore parce que là, ça Vous avez fait envie de revenir donc, Oui, en touriste. en touriste, exactement. Vous aviez jamais tourné dans la région? Non, jamais, c'est la première fois. Comment vous êtes arrivé dans ce rôle de Lucie Bourg? En fait, je connais Gérard Mordia depuis de nombreuses années et la première fois qu'il m'a parlé de ce projet, c'était il y a déjà 4 ans. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était une idée magnifique, quoi, de faire enfin exister cette femme qui est très très méconnue de l'histoire. Et puis après Gérard avec d'autres projets, et etc., etc. Et puis enfin on le fait et j'en suis vraiment enchantée, quoi. À la base, c'est pour la télévision, mais il m'a dit également que ça allait sortir au cinéma. Ouais, il y aura une version, il y aura une sortie en salle et une diffusion sur Arte. Mais ça sera exactement la même copie, il n'y aura pas de Oh, non, je crois différence. que ce sera la même copie, ouais. Est-ce qu'on joue différemment quand on joue pour la télé ou quand on joue pour le cinéma? Non, heureusement. Non. Non. Et puis Gérard, c'est un cinéaste, il a la même exigence, quel que soit le support pour lequel il s'exprime. C'est un cinéaste, quoi. On fait du cinéma. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans la personnalité du personnage que vous jouez? Lucie, qui était une dame du début du 19e siècle, qui s'est engagée donc dans le syndicat. C'est compliqué de s'y retrouver parce que j'ai pas du tout sa vie, parce que le monde a changé. Après, j'aimerais lui ressembler. Ça, c'est autre chose. Pas parce que elle est la première femme syndicaliste française, mais parce que elle a une humanité euh, et une générosité et un altruisme qui sont bouleversants. On a tous envie d'être capable d'autant d'abnégation et du sens commun comme elle l'a. C'est un personnage dont vous aviez déjà entendu parler ou vous l'avez découvert à travers Non, cette histoire? non, je l'ai découvert par Gérard. Je la connaissais pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'il y a des personnages encore que vous rêvez de jouer? Oh, mais il y en a plein, Plein? heureusement. Ouais. Heureusement, oui, plein. Mais le monde est riche de personnages et j'irai même plus loin, c'est-à-dire qu'il y a les personnages euh, connus Ouais. et il y a plein d'inconnus que j'aimerais jouer. Ouais. Et quand on joue justement, est-ce qu'on joue différemment encore une fois? Quand c'est quelqu'un qui a existé ou c'est quand c'est quelqu'un qui est une pure invention, une pure personnage de cinéma ou de... Ça doit dépendre. Euh, je, je- On veut peut-être rester fidèle un peu au personnage qu'on joue, non? Oui, après voilà, il y a une adaptation de sa vie qui est faite. Moi, qui m'a plu. Après, je cherchais pas la composition parfaite Ouais. de Lucie Beau. Alors Lucie Beau, c'est différent parce il y a une seule photo qui existe Ouais. d'elle et on n'est pas certaine que ce soit elle. Parce- Donc on peut pas être dans une imitation euh, physique. L'idée, c'est pas de lui ressembler trait par trait, de parler comme elle. Enfin, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt et beaucoup de sens. L'intérêt, c'est l'histoire. L'intérêt, c'est l'histoire, l'intérêt, c'est son combat, l'intérêt, c'est sa vie. C'est comment cette femme, elle est devenue syndicaliste, non pas parce qu'elle était politisée, la force des choses, la situation dans laquelle elle et ses compagnes vivaient, l'ont amenée au syndicalisme. C'est ça qui est très beau dans le personnage de Lucie Beau. C'est pas une théoricienne, c'est pas une femme politique, c'est une ouvrière, une femme ordinaire qui devient extraordinaire par sa prise de conscience de l'injustice dont elles sont toutes victimes et de la maltraitance dont elles sont victimes. À la fin du film, est-ce que vous pensez que le spectateur il aura perçu un message ou ça sera simplement une histoire comme une autre? Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit une histoire comme une autre parce que c'est pas une histoire comme une autre. Un message, c'est pas un film militant dans le sens où il n'est pas dogmatique ce film. Après, si le public est touché par cette femme, il est touché par sa problématique. Donc s'il y a un message qui doit être délivré, je trouve ça un peu prétentieux, mais en tout cas, s'il y a un message, c'est celui d'être ouvert sur le monde, quoi, et de pas penser qu'à soi.
Justement, on ne peut pas faire un parallèle entre ce qui s'est passé au début 1900 pour cette dame et les conditions un peu aujourd'hui des ouvriers, des chômeurs, de la vie actuelle. Ah bah si, c'est un éternel combat, hein. Alors Ou un qu'il éternel revêt... recommencement? Et un éternel recommencement. Après, il y a eu des grandes avancées, heureusement, grâce à des femmes comme elle, des femmes et des hommes. Euh, mais oui, de toute façon, l'exploitation humaine, elle n'a pas cessé en 1905. Hein. Est-ce que c'est aussi un peu un film féminin sur les conditions féminines? Ouais. Oui, parce qu'on en parle assez peu, parce que c'est étrange d'ailleurs, parce qu'on pense souvent qu'au 19e siècle, les femmes étaient des bourgeoises qui restaient à la maison, s'occupaient des enfants, Pas toutes. faisaient et pas toutes, mais la plupart, c'était surtout pas le cas de la plupart des femmes. Les femmes ont toujours travaillé. Alors, ne parlons pas de pendant les guerres, parce que si les femmes ne travaillaient pas, c'était très compliqué, mais oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que pour finir, vous êtes déjà sur d'autres projets? Est-ce qu'on se projette déjà sur des prochains rôles? Bah là, je suis dans celui-ci, je fais Ouais. autre chose après, mais là, aujourd'hui, ce qui Ouais, on ne m'importe... pense pas au prochain rôle. Oh ben non, là, et Non. puis pas un rôle comme celui-ci, puis non, et puis je suis très heureuse de jouer ce personnage dans ce film-là, mis en scène et écrit par ce metteur en scène qui est Gérard Mordia, vraiment. On a l'impression que c'est une équipe très familiale aussi. Oui, parce que c'est une équipe, Gérard est quelqu'un de très fidèle, il travaille avec les mêmes personnes depuis très très longtemps. Bon, je suis une petite nouvelle, hein, et j'espère bien, je vais gagner mes galons d'ancienne. Faire partie de la famille. Ouais, j'aimerais beaucoup, ouais. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci On à vous vous. souhaite bon courage, encore bonne fin de tournage. Merci Et beaucoup. puis si vous passez du côté de Saint-Étienne, vous venez nous voir. Volontiers, très Merci volontiers. beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je suis Philippe Torreton. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jours. Non, c'est pas tous les jours. Deuxième. Bonjour, je suis Philippe Torreton. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM. Charlotte, retour sur Mélancolie ouvrière. Donc, vous avez tourné ça pendant quelques jours. Ça a duré un mois. Je crois que c'était tout le mois d'avril entre Saint-Julien-la-Molette et l'Ardèche, un peu. Voilà, Saint-Romain-des, Vinzieux, on a un petit peu tourné. Oui. Est-ce que c'est long d'attendre Ah, avant oui. qu'on prenne une prise? Parce que j'ai vu qu'on les faisait plusieurs fois. Donc, est-ce que c'est long? Est-ce qu'il faut beaucoup de patience pour faire du cinéma? C'est un peu long, mais il y a tellement de choses à voir que finalement, on s'occupe très facilement. Il y a un catering avec à manger, à boire. Voilà, on discute avec les autres figurants ou comédiens. On est avec les maquilleurs, coiffeurs qui viennent nous voir régulièrement pour remettre en place les cheveux. Voilà, donc non, on regarde les caméras quand ils les déplacent. Enfin, il y a plein de choses à voir. Donc, cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même du temps entre chaque prise. Est-ce que vous étiez fan à la base du cinéma de Gérard Mordia? Je le connais assez mal. Fan, je sais pas. Je suis surtout fan des Papous dans la tête, donc j'ai beaucoup écouté là. Et malheureusement, il y avait une journée de Les Vivants et les Morts qui était retransmise à Saint-Julien-la-Molette et j'ai pas pu y aller. Mais donc, il faudra que je me refasse l'intégrale de Gérard Mordia. En tout cas, Gérard Mordia, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Saint-Étienne. Oui, il a fait du vélo, même. Il est venu à la fête du livre. Il a monté le col de la République à vélo et il connaît bien, oui. C'est ce qu'il nous a expliqué dans l'interview et je vous propose de le retrouver. Voici Gérard Mordia qui nous parle donc de Mélancolie ouvrière. Gérard Mordia, bonjour, bienvenue sur Loire FM. Bonjour. Alors on est ici sur le tournage de Mélancolie ouvrière. Moi j'aimerais savoir un peu quelle est la genèse de cette histoire. Au départ de ce film, il y a l'essai de Michel Perrault qui s'appelle Mélancolie ouvrière, qui a remis en lumière une figure oubliée du syndicalisme, qui est une femme exceptionnelle qui s'appelait Lucie Beau, qui en 1905 et 1906 a mené 2 grandes grèves dans les soieries à Visil et Voiron près de Grenoble. Donc c'est ça le début, c'est ce travail historique de Michel Perrault qui m'a suscité pour en faire un film de fiction. L'histoire elle est à la base dans la région de Grenoble, sur Visil, sur Voiron. Pourquoi on la transpose dans la région à Loire-Ardèche, à Saint-Julien-la-Molette notamment? Il n'existe plus ni à Visil ni à Voiron d'atelier de tissage. Donc la chance a voulu que nous trouvions à Saint-Julien-la-Molette un atelier de tissage avec encore une quarantaine de métiers de 1900 que nous avons remis en route, pas tous, mais un certain nombre, et c'est ce qui a décidé du tournage, bien entendu. Sans ça, je crois que le film aurait été impossible.
C'est un téléfilm film très militant. Est-ce que on retrouve bien votre univers? C'est pas très militant, c'est tout simplement très historique. Ça montre que, premièrement, le combat des salariés contre les conditions qui leur sont faites est un combat qui a plusieurs siècles maintenant. Qu'ensuite c'est une façon aussi de parler du contemporain parce que à la fois l'emploi des femmes, leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, leurs conditions de salaire, on se dit que le temps n'a pas passé et que pourquoi se battait Lucie Beau, eh bien des millions de femmes se battent encore aujourd'hui pour la même chose. C'est ce que je voulais vous dire aussi. Est-ce qu'on peut comparer les époques? Bah, les époques ne sont jamais réellement comparables, mais il y a quand même une sorte de parallèle historique qui est facile à faire. C'est-à-dire que on voit Lucie Beau a mené ses grèves. Pourquoi? Parce que les patrons, au nom du progrès technique, voulaient augmenter le temps de travail et diminuer les salaires d'un tiers, si ce n'est de la moitié. Aujourd'hui, que voit-on? On voit exactement le même type de combat. Au nom du même progrès technique, on dit, eh bien oui, le temps de travail doit être rallongé, puisque c'est plus facile finalement de faire des choses qui sont robotisées, informatisées. Et puis, le salaire a disparu au profit du coût du travail, et donc il faut le baisser, le baisser, le baisser sans cesse. Évidemment, ce n'est pas la même époque, mais parallèlement, au miroir, on voit exactement comment ces mouvements-là, qui sont les mouvements profonds des organisations patronales, perdurent à travers les siècles. Toujours le profit au détriment de l'humain. Le profit gouverne le monde et gouverne le monde capitaliste. Et à l'époque de Lucie Beau comme aujourd'hui, eh bien, c'est ça qui gouverne malheureusement. On ne s'inquiète pas de ce qu'est la condition des individus. Montrer la vie de Lucie Beau, de cette femme exceptionnelle par son intelligence, son courage, son abnégation, son sens du bien commun, c'est aussi dire ce qu'il nous manque aujourd'hui. Comment on décide les acteurs qui vont jouer les rôles quand on prépare ce téléfilm? Le choix des acteurs est toujours une chose purement subjective. J'avais déjà tourné une petite chose avec Virginie Ledoyen que j'aime beaucoup. Il y a un autre projet que nous n'avions pas pu faire. Là, c'était l'occasion de lui proposer un très grand rôle et surtout un très grand rôle proche d'elle parce que Virginie Ledoyen, qui est naturellement très élégante, qui est naturellement évidemment très jolie, etc., on a tendance à la pousser dans des rôles de bourgeoise ou des rôles sophistiqués. Mais elle vient d'un monde qui est un monde ouvrier et ses idées, son caractère, sa façon d'être viennent de ce monde-là. Donc c'était une chance de lui faire retrouver son histoire au fond et que nous fassions à nouveau un film ensemble. Quant à Philippe Torreton, c'est un acteur que j'aimais beaucoup, avec qui je n'avais jamais travaillé et qui me paraissait là aussi et par proximité intellectuelle, artistique, politique, tout à fait celui qui devait être ce syndicaliste qui va aider Lucie Beau à monter le syndicat. Quant à François Cluzet ou François Morel, ce sont des amis de longue date mais qui sont venus ici par amitié pour moi et pour le plaisir de tourner ensemble. Je peux citer aussi Jean-Damien Barbin, Marc Barbet et Jacques Pater, avec qui j'ai fait tous de très nombreux films. C'est un téléfilm qui est destiné à Arte. Oui, c'est au départ, il faut quand même dire que c'est un film pour lequel nous n'avons pour l'instant pas trouvé réellement d'argent pour le cinéma. Et heureusement, Arte s'est enthousiasmé pour le projet et nous permet de faire le film, ce qui est la chose la plus importante. Ce que j'escompte, c'est que le film, comme ça a été le cas pour celui que j'avais fait sur Antonin Artaud, en compagnie d'Antonin Artaud, avec Samy Frey et Marc Barbet, qui est aussi dans ce film-là, nous puissions sortir en salle en même temps que le film sera diffusé sur Arte. Il sera d'abord diffusé sur Arte, après une sortie en salle, ou c'est le contraire quand ça se passe? Non, généralement c'est concomitant. Ouais, c'est pas suivant un peu les retours de la diffusion? Non, ça sort en même temps. Pour Artaud, le film était sorti le même jour qu'il était diffusé sur Arte. Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, les publics ne s'excluent pas, mais s'additionnent. Les gens qui vont au cinéma ne sont pas ceux qui achètent des DVD, ne sont pas ceux qui font de la VOD, ne sont pas ceux qui
Kiki. Donc ça s'additionne, et donc il n'y a pas d'obstacle à sortir. Regardez l'exemple récent, Arte a sorti en même temps sur Arte et au cinéma La Journée de la Jupe avec Isabelle Adjani, et ça a été un très beau succès, comme Artaud avait été un très beau succès. Et quand on est diffusé sur Arte, est-ce qu'on travaille différemment, ou on doit s'adapter, ou il y a des critères, ou alors on est totalement libre? Non, je suis absolument libre de faire ce que je veux faire. Non, il n'y a aucun critère d'aucune sorte. Sinon, une exigence personnelle qui est une exigence artistique. C'est mon exigence, mais Arte n'intervient en rien sur ça. C'est-à-dire que bon, ils se sont enthousiasmés pour le scénario, on en a parlé des acteurs, on a parlé de où j'allais le faire, comment je voulais le faire, etc. Et à partir de là, c'est ma responsabilité entière de faire le film. Chaque fois que vous tournez une histoire, est-ce qu'à la fin de cette histoire, votre regard, j'allais dire même plus général sur la vie, il change un petit peu? Est-ce qu'on est influencé par ces œuvres? Oui, bien entendu, nécessairement, évidemment. Et surtout, ce qui est ici extrêmement touchant, satisfaisant, enthousiasmant, c'est de voir l'accueil que nous avons reçu, notamment des habitants de Saint-Julien-Molin-Molette, qui, je pense que la moitié du village, sinon les 3/4, tournent dans le film. Bon, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose justement sur la relation du cinéma au réel. Et ça, c'est pour moi essentiel. Et forcément, ça ne fait qu'approfondir, si je puis dire, ma conception que j'ai et du cinéma et du réel, c'est-à-dire de la politique. Est-ce que vous avez eu le temps quand même de vous intéresser à la région, de visiter un peu, de prendre le temps de voir un peu ce qui se passe dans notre région? Mais j'ai beaucoup visité la région puisque nous avons fait tous les repérages ici et qu'il n'y a pas de façon plus approfondie finalement de connaître une région que de la sillonner en long, en large, à pied, en vélo, ça grimpe, et en voiture. Pour revenir, nous, on vient de Saint-Étienne. Quelle est la vision que vous avez de Saint-Étienne, vu de votre côté déjà artistique et puis de votre côté parisien? Moi, j'ai toute une histoire avec Saint-Étienne parce que des amis à moi habitaient à Saint-Étienne il y a très longtemps. Je suis venu très, très, très souvent à Saint-Étienne. Notamment, on était venu spécialement à Saint-Étienne voir La bataille d'Alger, le film de Pontecorvo, qu'on ne pouvait pas voir à Paris, qu'on ne pouvait voir dans certains endroits en province. Ensuite, j'ai été l'invité de la fête du livre de Saint-Étienne. J'ai fait du vélo avec Jacques Plaine, avec Paul Fournel, avec ça. Donc j'ai beaucoup d'amis, donc j'ai une relation, je dirais, affective avec Saint-Étienne. Et en plus, il y a le musée de l'art et de l'industrie où il y a la section vélocipédique qui me va droit au cœur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce téléfilm alors? C'est un grand succès d'audience, c'est que ce film il marche bien en salle, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que les gens le reçoivent comme ils doivent être reçus. Vous savez, il n'y a qu'une chose qui est surprenante quand on est cinéaste, quand on est écrivain, c'est que ça ne marche pas. C'est l'échec qui est surprenant, puisqu'on fait tout pour que ça soit un succès auprès des gens, que ça atteigne le public qu'il doit atteindre. Eh bien, c'est ça qu'il faut me souhaiter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne fin de tournage. Merci. Tout le monde aime Saint-Étienne et Gérard Mordia à l'instant, qui nous a accordé donc cet entretien. On l'a fait en cuisine, j'allais dire, on était en train de manger, donc on entend bien les fourchettes. Pour revenir à vous, Charlotte, est-ce qu'on joue différemment quand on fait une prise pour le cinéma devant une caméra et quand on est sur scène et qu'on fait du théâtre? Alors là, c'est vraiment très très surprenant parce que c'est complètement différent. Le théâtre, une phrase, on peut la reprendre 60 fois. On la reprend énormément. Et là, au cinéma, on fait pas d'essai au préalable. Et directement, on est sur place et ça tourne. Donc, on est directement jeté comme ça dans le bain. Et les répliques que j'ai eu à faire, je les ai faites, on a dû faire la prise 2 ou 3 fois, et puis voilà, c'est fini. Alors que au théâtre, on reprend. Est-ce que quand on entend ce fameux mot moteur, est-ce qu'on a une petite angoisse? Ou alors on est dans un autre monde et c'est parti? C'est parti, on est un peu ailleurs, mais c'est vrai que le clap, quand on voit le clap, silence, on tourne, il y a quand même une émotion un peu vive. Et après, c'est très bref parce qu'il faut tout de suite être dans la prise. Quel est exactement votre rôle dans cette fiction?
Alors, je suis une ouvrière, donc comme Lucie Beau, et qui suit, voilà, qui soutient et qui suit Lucie Beau. Alors, au début, qui est un peu plus réticente, et voilà, et puis qui finalement écoute Lucie Beau et se laisse entraîner, donc fait la grève, voilà. Alors, on va retrouver tout de suite Philippe Torreton pour également un long dialogue avec lui. Mais vous m'avez dit quand il est arrivé sur le plateau, ça a été... expliquez-nous un petit peu. Oui, c'était une prise qui se passait dans un café, dans un magnifique décor à Saint-Julien-Molin-Molette. Donc, il était assis à table avec plein de figurants. Et il devait se lever pour voilà, parler d'un événement et un petit peu nous soulever, nous stimuler. Voilà. Et donc, il s'est levé et il a fait son discours, enfin son rôle. Et là, on n'avait pas du tout à jouer pour l'écouter. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Il s'est levé, il a fait son discours et on était tous vraiment à l'écouter en disant oui, il a raison. Voilà, sans vraiment du tout se forcer à jouer quoi que ce soit. Il a vraiment occupé la place de façon assez phénoménale. Il attire la lumière, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Oui, ça, on le regarde et on l'écoute avec facilité. Eh ben, on va l'écouter avec facilité aussi. Voici Philippe Torreton pour Philippe Torreton, bonjour, bienvenue sur Loire FM. Bonjour. Alors, on est aujourd'hui sur le tournage de Mélancolie ouvrière. J'ai une question qui me vient tout de suite. Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? Eh bien, tout simplement par Gérard Mordilla, le réalisateur et auteur du scénario, qui m'a laissé un message sur mon répondeur en me disant qu'il avait un rôle pour moi et qu'il aimerait bien me passer une histoire. Voilà. Et donc, il m'a fait livrer le scénario que j'ai lu et j'ai trouvé ça super. Et donc, j'ai dit oui. Voilà. C'était quelque chose que vous aviez entendu parler, que vous connaissiez l'histoire de Lucie Beau ? Pas du tout. Lucie Beau, non, j'ai jamais entendu parler d'elle avant ce film. D'où la vertu de ce film aussi, de révéler des noms, au-delà des personnages célèbres de l'histoire, il y a des gens, des ouvriers, des ouvrières, des instits, il y a des tas de gens partout, dans tous les domaines, dans tous les métiers, qui ont fait des choses formidables à un moment donné. Une partie de l'histoire est passée par eux. Ils l'ont prise à bras-le-corps. Cette femme a décidé, en un temps où il était de toute façon assez malvenu de se révolter contre les patrons, et encore plus quand on était une femme, justement de le faire, et de se dresser, et d'arrêter d'accepter l'inacceptable. C'était pas un peu à l'époque la double peine, être une femme et les conditions de travail ? Oui, ça l'était aussi pour les enfants. Ouais. Voilà. Les enfants qui travaillaient plus de 10 heures par jour sur les métiers à tisser. D'où cette très belle scène d'ailleurs dans le scénario, quand Lucie Beau demande à Charles Oda, qui est mon personnage, qui était un syndicaliste qui a existé, et elle lui demande d'où lui vient cette ferveur syndicale qu'il a et à laquelle il a décidé de consacrer sa vie. Et il parle de ce poème de Hugo, Mélancolia, dans les Contemplations, qui parle de ses enfants qui vont au travail. Et c'est un magnifique poème. Et je trouve ça assez beau de mélanger comme ça la poésie d'un poète engagé qui était Hugo. Comme quoi, finalement, on retient souvent les grands artistes qui sont engagés dans leur temps. Et Hugo, quand il est mort, il y avait toute une foule derrière lui. Il y a beaucoup d'acteurs, quand ils vont mourir, qui n'auront pas beaucoup de... Mais c'est pas ça le but, mais c'est juste pour dire que un artiste a une possibilité d'agir aussi. Il doit être dans la société. On peut préciser votre rôle dans ce téléfilm ? Oui, c'est un syndicaliste, donc Charles Oda, qui a existé, dont on ne sait rien de lui, hein, il est mentionné dans quelques archives. Mais donc c'est un peu le début du syndicalisme, enfin ça fait déjà quelques temps que ça existe, et ces gens-là, comme Charles Oda, étaient chargés de sillonner la France de conflit social en conflit social pour aider les gens. Porter la bonne parole ? Non, c'est pas forcément. Enfin, si, il devait y avoir un petit peu de prosélytisme, mais c'était surtout pour aider les gens à faire grève. C'est-à-dire que souvent, il y avait des réactions spontanées, comme les filles, là, dans le scénario. Oui, leur dire qu'une grève, c'est tactique, faut tenir. Qui fait à manger ? Quand on n'a pas de salaire à la fin de la journée, à la fin de la semaine, faut bien. Alors, qu'on fait comment ? Donc, se cotiser, créer des caisses,
faire en sorte que ceux qui ont un travail ailleurs puissent éventuellement aider à faire des courses, aller sur les marchés du coin, récupérer de la marchandise, des légumes, de la viande, du pain, faire des soupes pour que les gens puissent manger, parce qu'il y a les enfants, etc. Les familles étaient souvent nombreuses. Et c'est tactique, une grève. Savoir déchiffrer ce que dit le patron, on en est encore là. Souvent, un syndicat sert à ça. Peut-être même qu'à ça, d'ailleurs. Se dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on nous a pondu, là? C'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe? Est-ce qu'il y a quelque chose en bas de page qu'on n'aurait pas lu, qu'on n'aurait pas vu? Voilà. Parce que tout est comme ça, on le sait bien. Et ça marche comme ça sur les contrats de téléphonie, alors imaginez le reste. Ou de gaz. Ouais. Justement, vous avez trouvé très peu de choses sur ce syndicalisme. Comment on le joue justement? Alors, on invente, on fait comment? On va chercher où dans le les texte, bases? Dans le texte? dans le scénario. Le scénario, s'il est bien écrit, il y a ce qu'il faut pour jouer. Et finalement, on joue que ce qui est écrit. Et si c'est bien écrit, eh bien on a le sentiment d'un personnage, de quelqu'un qui a existé, qui a même si son avant et son après n'est pas décrit, n'est pas filmé, mais on se doute de l'homme qui devait être. Voilà. On a une vision de l'homme un peu et on l'imagine, quoi. Ah oui. De toute façon, je trouve que jouer, pour moi, c'est dire d'abord. Je dis donc je suis. Alors évidemment, il faut bien le dire, mais si je le dis, et si je le dis bien, je le suis. Vous avez parlé tout à l'heure en disant que c'était bien écrit. Est-ce qu'il arrive des moments quand on joue, qu'on change des mots, qu'on change des phrases? Oui, ça arrive. Ça arrive. Et puis après, tout dépend il y a j'en ai pas rencontré beaucoup, mais il y a des réalisateurs, auteurs de leurs scénarios qui vous font comprendre que ce qu'ils ont écrit, c'est ce qu'il faut jouer. Point. Et puis il n'y a pas à discuter. À la virgule près. Ouais. Mais la plupart du temps, on sait très bien qu'un texte, ça s'adapte aux situations. Et qu'il peut être transformé par exemple par le décor lui-même. Tout d'un coup, une réplique qui semblait importante en théorie, comme ça, en écrivant, dans la réalité du décor, est inutile. Voilà. Par une sous-estimation, parfois, et c'est pas forcément un défaut, mais du jeu de l'acteur aussi. C'est-à-dire que finalement, parfois, une phrase peut se remplacer par un sourcil qui se lève, une attitude, un geste, une invention de l'acteur au dernier moment, une façon de boire. Des gestes peuvent raconter énormément. Donc tout d'un coup, un geste peut rendre une phrase qui avait sa place dans le scénario, à l'écrit, n'a plus sa place à l'image, parce qu'elle est redondante, en fait. Justement, si on prend un même texte joué par deux acteurs différents, est-ce qu'on aurait deux résultats différents? Oui, et c'est ça qui fait la singularité du métier, même s'ils jouent le même sentiment en plus, même s'ils sont tout à fait en phase sur ce qu'il faut jouer, mais il y aura quelque chose de différent et qui nous emmènera vers un ailleurs, un petit ailleurs, un moyen ailleurs ou un grand ailleurs, mais effectivement, c'est ce qui fait qu'au théâtre, on continue à aller voir Tartuffe ou Hamlet, etc., tous les rôles depuis des années et des années. C'est qu'on n'en finit pas de réinterroger non seulement ces textes, mais par quelqu'un de particulier. Voilà. On connaît Tartuffe, mais je ne connais pas Tartuffe joué par vous. Donc c'est par ça que je viens vous voir ce soir à 20h30. On sait que vous êtes un homme de gauche, je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça a changé votre façon de voir les choses en jouant ce rôle-là de syndicaliste? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste ça a quelque chose d'agréable d'être en conformité avec ses idées, avec un personnage qu'on joue. Mais est-ce que c'est bien? Je ne suis pas sûr. Parfois, je me suis senti très confortable dans des rôles de pourriture. Et donc, non, ce qui compte, c'est la moralité de l'œuvre qu'on joue. Voilà. Moi, je ne pourrais pas jouer un personnage qui soit bon ou gentil, d'ailleurs, peu importe, mais dans une œuvre que je considérerais immorale, dont je n'assumerais pas la moralité, en tout cas. Ça, non. Ça, je ne peux pas. En revanche, jouer un salaud, jouer quelqu'un de très loin, comme ça, apparemment, de ce que je suis, moi, je trouve ça assez passionnant, en fait. Parce qu'il y a... Pour moi, la grande vertu de ce métier d'acteur, d'interprète, c'est qu'on se met à la place. Voilà.
Et si tout le monde faisait ça sur la planète, je pense qu'il y aurait moins de conneries de dites et moins de violence. Se mettre à la place, se dire qu'il y a une potentialité chez tout le monde de plein de choses et qu'on n'est pas à l'abri. Voilà. On n'est pas à l'abri d'une part d'ombre, d'un sentiment dégueulasse, d'une attitude dégueulasse. Alors on veut s'en protéger et on dit aux autres, non, mais moi, non, je pense pas être comme ça. Et puis, si jamais j'avais vécu la guerre, je pense que j'aurais pas. Moi, j'en sais rien. Facile à dire. C'est facile à dire. Moi, je n'en sais rien. Donc, tous les gens qui vous donnent des leçons de comportement, de ce qu'ils auraient été ou de ce qu'il aurait fallu faire, moi, je les attends au pied du mur, voilà, parce que c'est là qu'on voit le maçon, comme on disait chez moi. Et donc, parce que c'est pas évident, parce que les vies sont étranges et on ne sait pas. Tout le monde est surpris. À chaque fois qu'il y a un fait divers dramatique et particulièrement atroce, on fait des micro-trottoirs, on interroge le voisinage et les gens sont « Ah, mais on savait pas, mais il était tellement gentil, tout ça. » J'ai envie de dire, mais bande de cons, vous pensez que la méchanceté, ça s'inscrit sur un front ? Vous pensez que la méchanceté, c'est un sourcil froncé? Vous pensez qu'un mec qui prépare un attentat a marqué sur sa tête « Attention, je prépare quelque chose de très méchant ». C'est incroyable. Moi, je combats. Il y a des termes que l'être humain ne devrait pas employer. L'être humain ne devrait plus dire inhumain. Ne devrait plus qualifier son prochain de monstre. On peut avoir, quel qu'il soit, les comportements les plus criminels dans l'histoire de l'humanité ont été perpétrés par des êtres humains, pas des êtres inhumains, voilà, par des êtres humains qui ont dérivé, dévié, qui à un moment ont pensé que ce qu'ils faisaient était juste, alors que c'était juste de l'ignominie et de la barbarie. Mais ce sont des êtres humains, et c'est bien là le problème. Parce que si on considère que ce sont des êtres inhumains, alors on se protège. Donc c'est loin de nous. Or, c'est pas loin de nous. Voilà. On fait partie de la même famille d'espèces animales que les plus grands criminels de guerre et de l'histoire de l'humanité. Ouais, voilà, on a les mêmes gènes. Et à contrario, est-ce que vous pensez qu'on voit la bonté sur la tête de quelqu'un? Est-ce qu'on peut pas voir la méchanceté ou la dangerosité? La bonté, est-ce que elle se lit dans, je sais pas, dans un sourire, dans un regard? Ça peut se lire. Peut-être qu'on le compare à un geste d'amour. Mais moi, je trouve que ça, c'est le temps passé avec les êtres humains ouais. On peut tellement se tromper sur un regard, on peut tellement juger mal. Il y a des regards bons qui cachent une grande lâcheté. Voilà. Donc, non, j'ai pas. Et pourtant, c'est un comédien qui vous parle. Donc, je passe ma vie à ce que mon visage soit regardé par des gens et à essayer d'exprimer des sentiments. Mais justement, je m'en méfie. Pour revenir au rôle de comédien, vous choisissez comment vos rôles? C'est des coups de cœur, c'est des relations d'amitié, un peu comme avec Gérard Mordia, c'est quoi? Oui, il y a de ça. Oui, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Oui, le sentiment de connivence, de complicité, même façon d'un peu de regarder notre monde à nous, de films, de pièces, de livres, de romans, etc. Une façon d'interroger la société aussi, tout ça. Bon, ça compte. Mais pas que. Il y a d'abord ce que le pond la personne. Est-ce que c'est un bon scénario ou pas? Est-ce que c'est intéressant à jouer ou pas? Il y a ça. Avec qui? Tout ça. Enfin, il y a plein de choses. Moi, j'étais très content de rencontrer Virginie Ledoyen, par exemple. Mais vraiment content. C'est une fille que j'aime beaucoup. Et puis, on n'a pas eu l'occasion. Voilà, on n'a pas été dans les mêmes films. Et donc, et là, c'est la première fois. Et j'aime bien, et c'est ce que j'aime chez Gérard Mordia, c'est cette vision des gens qu'il a. Pourtant, c'est quelqu'un qui retravaille beaucoup avec les mêmes personnes, qui constitue un noyau dur. Oui, j'ai l'impression, oui. Mais forcément, une famille comme on souhaiterait que soit la France, c'est-à-dire qui accueille des gens. Comme j'en suis la preuve. Nous, on est des spectateurs. Comment, à large, mais vous recevez combien de scénarios à peu près par jour ou par mois? Comment ça se mesure? En ce moment, c'est pas mal. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Il y a une reprise, c'est le printemps, ça doit pousser. Donc il y a des époques, il y a des saisons. Ah oui, moi je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. Ouais. Ouais. Et maintenant, d'ailleurs, j'ai envie je vais mettre entre parenthèses le théâtre. Après, là, les 2 dernières représentations d'Arthur Howick, on va jouer à Saint-Brieuc fin avril.
Et puis la tournée de mon spectacle sur les textes d'Alain Leprest, Mec, qu'on va tourner jusqu'au 9 juin. Et après ça, moi, je fais plus de théâtre pendant quelques temps. Et je voudrais tourner, je voudrais d'abord rester chez moi un peu plus longtemps, parce qu'une pièce de théâtre, c'est formidable, mais ça vous met sur les chemins toute l'année. Donc, moi, je commence à être un papa du dimanche un peu. Et j'aimerais bien être un papa de la semaine maintenant. Voilà. On est stéphanois. Est-ce que vous avez une image, vous, de Saint-Étienne? Oui, très récente, parce que j'y ai joué Arthur Rouy il n'y a pas longtemps. Donc, ouais. Bah écoutez, que vous dire? Moi, j'étais content de jouer parce que la dernière fois que je suis venu avant Arthur Rouy, on a joué sur la scène lyrique là-haut, un peu l'opéra, et qui est pas terrible pour le théâtre, je trouve. Et tandis que le théâtre à l'intérieur, là, dirigé par Arnaud Meunier, que je trouve vraiment un garçon formidable. Qui va déménager dans quelques jours d'ailleurs. Voilà, parce qu'il y a un nouveau théâtre qui va se construire. Il est presque fini, je crois. Et eh bien, je trouve ça bien qu'une ville qui traverse de grosses difficultés financières, parce que je crois qu'elle a pas mal morflé avec la crise des subprimes et des emprunts pourris, etc. Et d'oser la culture et de continuer à promouvoir ça. C'est aussi la ville de Jean d'Asté. Jean d'Asté, figurez-vous, quand j'avais 17-18 ans, on avait fabriqué un petit théâtre en préfabriqué dans la banlieue de Rouen, à Cléon, et Jean d'Asté était venu inaugurer notre petit théâtre. Donc on avait fait une petite plaque avec un petit rideau qu'on avait ouvert. Le théâtre a été inauguré par Jean d'Asté. Ouais. Et j'étais content. À l'époque, je ne connaissais pas ce monsieur, moi, du haut de mes 17 ans, tout ça. Depuis, j'ai appris à le connaître. Et j'en suis très content. Pour finir, pour revenir à Mélancolie ouvrière, est-ce que vous trouvez un parallèle entre cette histoire qui débute au début des années 1900 et la situation actuelle? Totalement. Il n'y a que des correspondances. Alors, les choses changent sur des détails, mais l'exploitation est là. Elle est toujours possiblement là. Le langage patronal est peut être toujours aussi ambigu, aussi violent. Les gens sont... Justement, là, j'entendais hier soir sur France Info une universitaire qui se plaignait on parle beaucoup de l'emploi et on ne parle pas du travail dans cette campagne. Et le travail est destructeur en ce moment. Destructeur de la famille, de la cellule familiale, des êtres humains. Il n'y a jamais eu autant de gens en dépression. Est-ce qu'on presse les gens avec moins d'employés de moins en moins? Donc, alors, on ne fait plus travailler les enfants sous les métiers à tisser, bien sûr. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Des objectifs difficiles à atteindre. Voilà. Des gens pressurisés à tous les niveaux. On interrogeait des caissières d'hypermarchés. Vous allez voir ce que vous allez entendre sur les pauses pipi, la surveillance permanente. Oui, les caméras. Ouais, les caméras. Et quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on lui glisse un petit paquet de chewing-gum dans son sac à main. Voilà, des choses comme ça. Donc là, même la caricature est toujours présente. Alors, voilà, c'est plus les mêmes. Maintenant, les enfants qui travaillent, ils sont plus français. Ils sont indiens, africains, ils sont très loin. Mais il y en a. Donc, rien n'a changé, en fait, dans les faits. Rien, ouais. Mais rien n'a changé. C'est pas parce que ça se passe plus chez nous qu'on a évolué. Si ça se passe ailleurs, il est où le progrès? On a juste poussé la misère ailleurs, l'exploitation ailleurs, la barbarie du travail ailleurs. Il n'y a pas de progrès, aucun. Et pourtant, aujourd'hui, on entend de plus en plus qu'il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Alors, mais ça arrange. Je ne sais pas si c'est un discours policé, mais vous qui êtes engagé, vous en pensez quoi? Il y a une idéologie derrière ce discours. Comme on se le disait tout à l'heure en off, que je vais dire en une, mais c'est de même que derrière le tous pourri, il y a une idéologie. Il peut y avoir de la sincérité parfois, oui, mais le plus souvent, c'est une idéologie. Le plus souvent, c'est un confort aussi. C'est une paresse intellectuelle. Non, moi je dis pas tous pourris, non. On peut dire plein de choses de Benoît Hamon, c'est pas un pourri, je suis désolé. C'est quelqu'un qui m'a On peut dire plein de choses de Mélenchon, mais c'est pas un pourri, Mélenchon. On peut dire plein de choses peut-être de Poutou, mais c'est pas un pourri, Poutou. Voilà. Et je pense que Macron n'est pas un pourri. Alors il a des idées que j'aime pas, voilà, mais je pense pas qu'on puisse dire, qu'on ait le droit de dire que c'est un pourri. Je dirais pas ça de certains. mais voilà. Il y a des tas de gens honnêtes
Il se trouve que notre système a des carences, et des carences très graves, et qu'il va falloir d'urgence remobiliser. Mais moi, il y a un truc qui m'effare dans cette campagne, c'est le peu de place qu'on accorde à l'urgence, j'ai envie de dire, judiciaire. Si on veut que ce pays aille mieux, il faut absolument rendre la justice compétente. Il faut peut-être même doubler le budget de la justice. Il faut engager du personnel, recruter des juges, construire des tribunaux, contrairement à ce qui était fait dans un précédent quinquennat. Alors, le quinquennat d'Hollande a un petit peu augmenté le budget, mais c'est pichenette par rapport à l'urgence. Parfois, la politique, j'ai envie de dire, c'est simple. Quand on trouve que notre société est injuste, il y a un truc qui est très bien, c'est la justice. Donc si on veut que la société soit moins injuste, il faut développer la justice. Et la même pour tous. La même pour tous, mais pour qu'elle soit la même pour tous, il faut qu'il y ait du budget, il faut qu'il y ait des gens. Il ne faut pas mettre 4 ans entre le moment où il y a une plainte et le moment où on commence éventuellement à parler de procès. Quand on voit qu'il y a eu 13 ans entre le premier procès AZF et le dernier, c'est pas de la justice. C'est de l'injustice qui a été rendue. C'est pas de la justice qui a été rendue. Et pareil pour des tas, ce que j'appellerais moi les micro-outros qui se passent quotidiennement sur notre territoire, de gens qui sont juste accusés à tort et tout seuls, et dont la presse ne s'intéresse pas, et qui vivent des tragédies comme ça. Et il y a ça. Mais ça veut dire aussi augmenter considérablement le nombre de personnel pour les tribunaux prud'homaux. Augmenter considérablement le nombre d'inspecteurs du travail, le nombre de médecins du travail. Parce que ça, c'est de l'injustice. Si on ne peut pas créer. Mais bien sûr, si on ne peut pas, si on subit quelque chose sur son lieu de travail, si on estime être victime de quelque chose, si on ne porte pas plainte auprès des prud'hommes parce qu'on sait très bien que notre dossier ne va pas être traité pendant 3 ans, 4 ans, que je vais dépenser de l'argent pour rien, et qu'au bout d'un moment, on ne le fait pas. Et donc c'est une société injuste. Donc il faut augmenter les capacités des tribunaux prud'homaux, il faut augmenter le nombre d'inspecteurs du travail, le nombre de médecins du travail. Actuellement, je crois qu'il y a un médecin du travail ou un inspecteur pour 20 000 employés, un truc comme ça. Enfin, donc c'est n'importe quoi. Il faut absolument supprimer le verrou de Bercy, de façon à ce que tout exil fiscal soit traité par la justice et non par le bon vouloir d'un ministre. Voilà. C'est comme si les forfaits que commet un comédien sont traités par la ministre de la Justice, la ministre de la Culture. On n'accepterait pas, on dirait mais c'est pas normal. Bah oui, mais je suis comédien, c'est pas normal que ce soit la ministre de la Culture qui gère mon problème. Non, c'est la justice. Bah là, non. Pour le fric, c'est Bercy qui fait rempart à la justice et qui, selon son bon vouloir, transmet à la justice. Quand est-ce qu'on arrêtera avec ce Moyen-Âge ? C'est du Moyen-Âge. C'est du droit de cuissage judiciaire. C'est hallucinant. Et on continue avec ça. On peut quand même garder espoir pour le futur ? Si on commence à se mettre à ça, oui. Sinon, moi, ça ne m'intéresse pas. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire que les patrons sont trop comme ça et qu'il faut trop... Si on ne commence pas par la justice, on ne fait rien pour moi. On ne fait rien. Parce que juste, si je pense à ça, si je vous dis ça, c'est en écho à votre expression tous pourris, etc. Et... Ok. Rendons ce pays. Actuellement, la France, le pays qu'on dit des droits de l'homme, etc., des Lumières, de l'esprit des Lumières, etc., le pays de la Révolution, a la justice la plus mal dotée d'Europe. Laxiste, non ? Non, non, parce que les gens font ce qu'ils peuvent. Regardez, par exemple, on a un problème de trésorerie en France, on est bien d'accord. On a un problème de dette. Donc, la moindre des choses, c'est de se dire, où est-ce que le tuyau est percé ? Actuellement, il est percé, et le trou est assez énorme, c'est entre 60 et 100 milliards d'euros qui s'échappent fiscalement à la France, de façon illégale. J'estime que quand on a un trou dans la coque comme ça, on commence par reboucher le trou. Puis après, on voit s'il n'y a pas des trous plus petits, ailleurs. Oui, mais vous vous rendez compte, entre 60... empêche de le réparer, peut-être. On est bien d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut se relever les manches et cracher dans les paumes. Et s'il faut en venir aux mains, on en vient aux mains. Mais il faut changer ça. Vraiment. Vraiment. Et tout marin vous dira, si j'ai 2 trous à réparer, je commence par le plus gros.
Je fais pas la petite fuite là qui met un petit, le gros truc là, je le bouche. C'est de la logique et du bon sens, mais c'est là où on comprend pas pour la logique du pouvoir, quoi. Mais parce qu'il y a il vous a pas échappé qu'il y a des lobbies très puissants, voilà. Et que nous sommes tous sous influence, on essaye de s'en dégager, mais personne n'est à l'abri de ça, y compris la gauche, y compris même la gauche la plus radicale, elle est sous influence doctrinale aussi, qui l'empêche de voir, par exemple, que le peuple syrien, il y a un peuple en Syrie. À un moment donné, il faut quand même dire les choses. Il y a un peuple en Syrie, voilà, un peuple qui réclamait plus de démocratie. Après, ils se sont fait submerger par l'islamisme, etc. Mais ne pas voir qu'il y a eu un peuple à un moment donné, et qu'il y a encore un peuple qui aspire à plus de démocratie, quand on n'est pas capable de le voir, c'est qu'on est sous influence, sous lobby d'une doctrine d'un autre âge, d'un autre presque siècle d'ailleurs. Philippe Torreton, merci beaucoup. Merci à vous. On vous donne rendez-vous à Saint-Étienne alors dans le futur? Oui, peut-être. Ouais. Si de toute façon, c'est une place culturellement. Moi, c'est ce que je dis aux municipalités qui hésitent un peu à investir dans un lieu culturel. Mais tout d'un coup, moi, j'habite à Fontenay-sous-Bois, en banlieue est parisienne, qui va se doter enfin d'un théâtre un peu plus important que ce qu'ils avaient déjà. Mais quand on se dote d'un outil théâtral digne de ce nom, la ville s'inscrit sur des schémas de tournée et résonne dans la tête des gens. On sait que Saint-Étienne, nouveau théâtre, bing, plus grosse scène, plus grosse capacité d'accueil, plus de moyens, plus de trucs, donc plus de spectacles qui vont marquer l'histoire et l'émotion des gens, etc. Et on met la ville sur une étagère qu'elle ne pouvait pas atteindre avant à cause de capacité d'accueil ou d'un manque technique. Donc c'est, tout d'un coup, moi, ma petite ville de Fontenay-sous-Bois, elle va enfin pouvoir être dans des listings de villes où on peut tourner. Et donc, il y aura une connaissance, donc un rayonnement. Et s'il n'y avait que ça, mais déjà, il y a ça. Donc, oui, bien sûr. Alors, à bientôt. À bientôt. Philippe Torreton, un comédien, un homme passionnant, un homme engagé, et ça nous a permis de faire un parallèle entre aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui politiquement, et ce qui se passait aussi à l'époque de Lucie Beau, en début 1900. On revient avec vous, Charlotte Pirot. Avant de terminer, quel souvenir vous allez garder de ce tournage? Ah là là. Hâte d'en refaire un autre? Ah oui, pourquoi pas. Après, c'est vrai que le thème m'intéressait particulièrement, le réalisateur, enfin toute l'équipe, donc je vais pas faire la difficile, mais je retournerai pas dans n'importe quelle condition. Voilà, là c'était vraiment un film passionnant par le sujet déjà et par le réalisateur. Ce que je retiens, c'est notamment les scènes de tournage dans les anciennes usines, où là c'était assez impressionnant, notamment le bruit. On se rend compte des conditions de travail de l'époque. Nous, on a tourné, toutes les machines ne fonctionnaient pas. Ça faisait déjà un bruit complètement ahurissant. Et on est resté à l'intérieur, une demi-heure de tournage. Mais les ouvrières, elles restaient là 12 heures par jour. Donc, alors, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai travaillé chez Nera qui fait du textile. Il y a, je crois, une vingtaine de métiers à tisser à Grammont. Ça fait un bruit d'enfer. Ah oui. Et vous êtes obligé d'avoir les boules pour ne pas entendre le bruit. Et je suis allé en visite en Espagne. C'est même pas obligatoire d'avoir les boules pour les oreilles. Ah oui, là, je pense qu'à l'époque, elle ne devait pas en avoir. Elle devait être sourde à 30 ans, elle commençait à travailler tôt et on ne peut pas parler, on n'entend rien, c'est un bruit complètement... Je vous propose de terminer cette émission avec Odile Conseil qui nous a accueillis d'une façon tellement charmante, tellement gentille. On écoute Odile et on se dit au revoir juste après. Fin de ce rendez-vous avec, et pour terminer ce rendez-vous avec spécial Mélancolie ouvrière, Odile Conseil, vous êtes une des personnes qu'on voit beaucoup sur ce tournage. Quel était votre rôle précisément ? Mon rôle, c'est d'être deuxième assistante, ce qui veut dire que, d'abord, j'ai participé au casting au début, quand on est venu à Saint-Molin-Molette, pour chercher des figurants, des enfants en particulier, et puis tout un tas d'adultes qu'on a vus notamment aujourd'hui sur cette place et autour de l'église à Saint-Romain-des. Et puis au jour le jour, donc sur le plateau, je suis là pour, avec les autres assistants, François Ventroux et Irène Sorel, faire en sorte que tout le monde soit à sa place quand il faut, que tout le monde passe comme il faut au costume, puis au maquillage, que les gens soient là, qu'on se taise autour,
Donc éventuellement on donne notre avis au réalisateur pour lui dire tiens là est-ce que il faudrait pas mettre quelqu'un en plus ou est-ce que il faudrait pas un plan supplémentaire comme ci comme ça. Voilà, et puis comme j'étais journaliste, j'étais aussi un peu implicitement chargée de l'accueil des journalistes et des gens de presse. C'est pour ça que nous sommes... J'allais vous dire, vous aviez une double casquette, mais donc c'est une triple casquette, parce que vous avez un rôle également dans le téléfilm. Oui, puisque je suis aussi un peu actrice, mais ça c'est quelque chose de particulier de Gérard Mordia. Chaque fois qu'il fait un film, il y met ses proches, ses amis, ou les gens qui passent, il les fait figurer ou il leur donne des petits rôles. C'est des clins d'œil ? Absolument. Est-ce que déjà on se projette sur l'avenir et on est déjà sur des nouveaux projets ? Personnellement, mon autre projet, c'est d'organiser un festival de cinéma. Donc c'est un festival que j'ai lancé en fait au Havre il y a 2 ans. La 3e édition va avoir lieu en octobre. C'est un festival du film de mer et de marin. Ouais. Donc je reste dans le cinéma mais avec une autre casquette. C'est quelque chose qui a lieu toutes les années ? Absolument. Au mois d'octobre ? Oui. Donc on peut se renseigner sur internet ? ciné-salé.com. Et bien on ira voir ça. Odile, encore une fois, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous d'être venu, c'était sympa. Et puis on a hâte d'être au mois de novembre et de regarder ce film sur Arte et normalement aussi au cinéma. Oui, nous aussi on a hâte. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour ce spécial Mélancolie ouvrière. Merci beaucoup Charlotte Pierrot d'être venue nous voir dans les locaux de Loire FM. Merci à vous. Vous nous avez permis de faire la liaison entre toutes ces discussions, ces entretiens avec Virginie Ledoyen, Gérard Mordia, Philippe Torreton et Odile Conseil. On vous souhaite bon vent, puisqu'on l'a entendu dans les interviews, il y avait un petit peu de vent. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour la sortie, une diffusion spéciale, une journée exceptionnelle à Saint-Julien-Molin-Molette ? Il devrait y avoir une avant-première, oui, à Saint-Julien-Molin-Molette. Donc vous nous tenez au courant ? Je vous tiens au courant. Et puis je pense que cette émission sera sûrement rediffusée quand ce téléfilm passera sur Arte. Merci beaucoup Charlotte. Merci à vous. À très bientôt sur les planches, puisque vous faites du théâtre. Oui. On ira vous voir, vous nous donnerez toutes les dates. Tout à fait. Philippe, merci, à bientôt. Et puis on fait un clin d'œil au passage à ces gens extraordinaires, Virginie Ledoyen, Gérard Mordia, Philippe Torreton et bien sûr Odile pour leur accueil et puis pour ce fantastique moment de cinéma. À bientôt, la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour, rendez-vous avec les acteurs de la vie nigérienne, c'est toutes les semaines sur Loire FM, l'émission qui vous fait parler et dont on parle. Rendez-vous le jeudi à 18h et le vendredi à 11h pour la rediffusion.